chose en commun tous les trois avec Tata là qui filme aujourd'hui, c'est que tous les trois on travaille à Champmaillot, qui est aujourd'hui le pôle personnes âgées du CHU de Dijon. Oui. Mais vous, la particularité, c'est que vous y êtes entré en 1937. Voilà. Vous aviez 16 ans, parce que vous êtes né le 29 janvier 1921. Oui. Et donc à 16 ans, vous mettiez les pieds pour la première fois à Champmaillot. Ah oui. Ben, quand je suis arrivé à Champmaillot, forcément j'étais pour aller dans les cuisines. Mais quand j'ai vu les cuisines, il fallait descendre 5 escaliers. Ouais. C'était des vieilles cuisines, des vieux bâtiments qui dataient de je ne sais quoi. Mais il fallait l'électricité toute la journée pour voir ce qu'on faisait. C'était infernal là-dedans. Et c'était chauffé au bois et au charbon. Ah oui, alors tous les matins, il fallait les allumer 1 heure à l'avance parce que le bois et le charbon, ça ne sautait pas comme le gaz. Hein. J'étais d'assistance publique, j'étais logé à Champmaillot. Okay. Alors c'est moi qui m'occupais de ça. J'arrivais le premier, j'arrivais à la chaudière. Dans le temps, les frigos n'existaient pas. On avait quelques glacières, des glacières. On allait chercher on nous livrait des cubes de glace qu'on mettait dans une pièce pour la rafraîchir. Et c'est là qu'on mettait ce qu'il fallait, qui pouvait attendre 1 ou 2 jours. C'est plus comme maintenant, ça gèle et puis que ça, qu'on attend 1 an. Alors, ils avaient des cubes de glace de 10 kilos, on allait chercher, parce qu'il n'y a pas de téléphone, on commandait tous les jours tant de cubes de glace. Ils avaient le cube de glace, il est posé dans le petit bâtiment. Et là, on mettait tout ce qu'il fallait pour que ça attende le lendemain sur le lendemain, mais pas plus. On ne pouvait rien garder. Après, il y a eu un jardin magnifique quand ils ont tout débroussaillé. On avait un jardin immense, immense, immense. Les petits vieux, ils me récoltaient 1000 poireaux par an. Ouais. Ils faisaient 1000 poireaux par an. C'était 4 petits vieux qui s'occupaient du jardin, puis il ne fallait pas leur dire que c'était mal fait, hein, parce qu'ils vous engueulaient. Hein. En fait, j'étais brave. Et tous les ans, ils avaient à peu près 75 ans. Tous les ans, ils bêchaient à la main les 1000 mètres carrés qu'il y avait. Tout à la main. Seulement, de temps en temps, il fallait que leur donne des petits canons de rouge. Ben oui. Et ça On avait un champ de persil, on avait un champ de cerfeuil, on avait toutes nos herbes là, sur place. Maintenant, quand j'ai été vu à Champmaillot il y a 6 mois, il n'y a que de la pierre maintenant. Ils ont construit partout, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus rien. C'était magnifique dans le temps, magnifique. Vous aviez une grande montée là. Oh, c'était joli Champmaillot dans le temps. C'était la campagne pour la viande. On arrivait à la viande, il fallait la consommer tout de suite. Parce qu'on n'avait rien pour ça. Après, forcément, quand tu as eu les fragos, alors là, ça a changé la vie de tout. Parce que je suis parti au service du travail obligatoire, là, pendant la guerre, oui, quand j'ai été pris par les Allemands, service obligatoire. Quand je suis revenu au bout de 2 ans, ils avaient construit le nouveau bâtiment avec les cuisines. Oh, quand je suis arrivé là-dedans, oh, il y avait juste une mèche et puis là, pouf, ça y est, c'est allumé. Il n'y avait plus de bois, plus de charbon, plus rien. Oh, qu'est-ce que j'étais heureux. Au lieu de mettre des pelletés de charbon. Puis le matin, tout enlever les cendres, de récurer, remettre du petit bois. Oh là là, le bordel que c'était. Je l'ai fait pendant 10 ans. Hein. Mais c'était un sacré bordel. Il fallait au moins 1 heure avant pour réchauffer le café et la soupe. Au moins 1 heure, au moins. Il fallait se lever de bonne heure. Comme j'étais sur place, ben je le faisais.
J'étais nommé chef, mais parce que je remplaçais, comme je dis, bon, c'était mon tour d'être chef. Mais au bout d'un moment, un jour, on m'a dit, vous ne pourrez pas être chef, vous n'avez pas de CAP. Voilà. Je dis, dans ce temps-là, madame, il n'y avait pas de CAP, on avait le certificat de fin d'apprentissage de 2 ans et demi, signé par le patron qui nous avait appris. Alors il a fallu que je passe mon CAP sur place, mais de la connerie. Tout ce qu'ils m'ont fait faire à un gosse de 8 ans, je l'ai fait. J'ai passé mon CAP avec des jeunes qui passaient leur CAP un petit peu partout. C'était rue de Millard-Roussin, je ne me rappelle plus que c'était un bâtiment comme ça. On a passé, j'ai passé mon CAP là, mais c'était de la rigolade, On m'avait demandé roquette de veau, tarte aux pommes et recette des quenelles de brochet. Juste, il fallait que je fasse la recette. J'étais chef de la cuisine. Alors là, il y avait des responsabilités avec tous les petits vieux. Parce que nous, effectivement, il y avait c'était immense, les épluches, les machins, c'était immense. J'en avais 30 dans l'épluchage. Aussi bien hommes et femmes. Ouais. Mais j'étais responsable, quand ils étaient sous mes ordres, j'étais responsable de ce qui se passait. Et la porcherie, pareil, la porcherie, elle s'est ouverte à Chaumaillot. Enfin, ils ont fait une porcherie à Ouza 15 ans après, je crois. Je ne me rappelle plus la porcherie exactement. Chaumaillot, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait pas assez de place. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont fait à Ouge. On avait 100 cochons à Ouge. Et tous les mois, on allait chercher, quand on tuait nos cochons le matin, la veille, on allait chercher, pas la veille, l'avant-veille. Parce que les cochons, il fallait qu'ils soient une journée sans manger. La viande était plus reposée. C'était meilleur. On les dépeçait, puis on voyait pas de vétérinaire dans le temps. Hein. Non, tu es nos 3 cochons. On les dépeçait, et on les mettait forcément. Après, il y a eu des frigos, des vrais frigos. On les dépeçait, on les coupait, on les mettait dans les frigos, on faisait notre lard, on faisait notre boudin, on faisait nos jambons, on faisait tout. Et tous les mois, 3 cochons. Dans le tas Chaumaillot, ils mangeaient tous de la soupe le matin. Il y en a pas qui voulait de café le matin. C'était tous à la soupe? Dans la campagne, ils mangeaient leur soupe et puis après un œuf le matin. Un œuf sur le plat ou un œuf à la coque ou un œuf la soupe. De temps en temps, un verre de café après. Mais le matin, ils mangeaient leur soupe. À Chaumaillot, on avait, sur les 200 qu'il y avait, il y en avait au moins 150 à la soupe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours, je faisais des frites pour 4 heures. On n'achetait jamais de pâtisserie. On le faisait nous-mêmes. Parce que le dimanche et quelquefois le jeudi, quand nous recevions beaucoup de fruits de la vallée du Rhône, où nous avions passé un marché avec un transporteur qui nous livrait 2 fois par semaine des prunes, des cerises, des fraises, des pommes et des poires. Nous faisions beaucoup de tartes, on faisait beaucoup de tartes avec ça, beaucoup. Bûches de Noël, galettes des rois, des crêpes, les beignets de carnaval, on faisait ça aussi. On faisait ce qu'il fallait faire, quoi. La nuit, on faisait ça la nuit. Ah oui, on ne pouvait pas faire ça la journée, on n'avait pas de place. Et la nuit, on était heureux comme tout. Ah, j'ai fait un gâteau de centenaire dans toute ma carrière. Seulement, j'ai fait 3 gâteaux de mariage. Parce que des centenaires, aujourd'hui, il y en aurait 50. Parce qu'on était, par un moment, on était plus de 200 Chaumaillot. Hein. Il y en aurait 50 de centenaires. Mais dans le temps, il n'y en avait pas. Oh, mais dans le temps, ils étaient encore vigoureux. Hein. Vous parliez des repas de Noël aussi. J'ai l'impression que c'était une sacrée fête, ces préparations de repas de Noël. Ah, ben les repas de Noël, mais les lapins, les oies et les dindes, on le servait tout vivant. On achetait ça à Chazilly, chez le même cultivateur. C'est le directeur qui allait avec sa camionnette les chercher à Chazilly. Il ramenait ça dans des cages, dans des machins, et on lâchait ça dans une grande pièce 2 jours avant, parce qu'il fallait les tuer, il fallait les plumer, il fallait les vider, il fallait les préparer, il fallait tout. C'est pareil, on passait nos nuits à ça. Et nos petites vieilles nous aidaient à plumer. On avait une vingtaine de petites vieilles et petits vieux, surtout de petites vieilles. Ils plumaient.
fallait qu'il soit rentré à 10 h dans le dortoir. Seulement à 2 h du matin, j'étais encore là parce qu'il y avait des petits canons, puis ça chantait, c'était la fête. On faisait des courses de dames pour les tuer. Bah ouais. Parce qu'on avait une sorte, on appelait ça une bique. C'était une machin à 3 pieds. Alors on avait une serpe, alors on mettait le cou, et puis on leur coupait la tête comme ça, puis on les lâchait. Voilà, c'est ça. Alors celui qui allait le plus loin... C'était celui qui avait gagné, il pouvait boire un coup. Voilà. Sympa. On était cruels, enfin c'était pas cruel, on leur coupait la tête. À l'épluchoir, par exemple, il y avait un petit mari, il y avait 3 pensionnaires à l'écart des autres qu'on en appelait les 3 glorieuses. Ils épluchaient les oignons, la seule qui ne pleurait pas en les épluchant. Une épluchait les ails et l'autre fabriquait des bouquets garnis avec quelques brins de persil, de thym d'orier qu'elle allait cueillir au jardin. Il me faisait une trentaine de bouquets par jour, comme ça, des jolis bouquets garnis qu'on mettait dans nos seaux, dans nos machins. La dernière arrivée, une demoiselle, c'était une couturière de la rue des Gaudrons, mais qui était assez... Une demoiselle. Alors j'ai dit, maman, écoutez, mademoiselle... si vous voulez, oh non, je ne vais pas faire des plus, oh non, c'est trop de mots. Je dis, ma femme, tant pis. Puis au bout d'un mois, écoutez, monsieur François, depuis que je suis là, je suis copine avec une de vos éplucheuses, il paraît qu'il rigole, je voudrais bien. Je l'ai embauchée, elle était contente comme tout, Elle ne voulait pas surtout entendre parler d'épluchage. Après, elle était contente comme tout. Ah, ça c'est vieux, hein. Eh oui, c'est des... C'était la chapelle, il y avait une chapelle avant. Et c'est dans la chapelle qu'il y avait le restaurant des hommes. Non, j'ai des anecdotes comme ça, des bonnes anecdotes qui m'ont resté, qui me font toujours plaisir. Oh, ben il y avait des anecdotes rigolotes. Il y avait un homme Teufeux, je vous l'ai dit, qui avait perdu sa jambe de bois. Dans le temps, il mettait la jambe de bois, puis il y avait une bretelle juste pour la tenir. Donc il y avait de la neige, il y avait tombé de la neige. Et puis justement, il voulait monter à la porcherie, pour aller boire un canard. Et puis, sa jambe de bois, elle s'est enfoncée dans la neige. Il a défait la bretelle et puis il est monté à la porcherie à 4 pattes. Alors, quand ils m'ont venu me chercher, ils disent, non, chef, il a perdu sa jambe de bois, le diable. Je dis, par où t'es passé? T'es passé par le bas ou par le haut? Je ne me rappelle plus, qu'il me dit. Alors, je l'ai retrouvé l'après-midi, enfoncé dans la neige. C'était des trucs. Mais ça me restait tout ça. Parce qu'en face Chamaillot, il y avait une épicerie. Ils vendaient du vin. Et ils vendaient du vin par litre. Alors un jour, parce qu'ils touchaient une pension tous les 3 mois, les petits vieux, un petit machin. Tous les 3 mois, qu'est-ce qu'ils allaient chercher? Du vin. Mais le directeur a été voir le vendeur de vin. C'était juste, on sortait de Chamaillot, on traversait la rue, il y avait l'épicerie. Il y avait juste à sortir. Écoutez, monsieur, je veux bien que vous vendez du vin à mes petits vieux, mais je voudrais que vous les vendiez en demi-litre. Comme ça, au moins, ils boiraient moins d'un seul coup, parce que quand ils avaient du bois, ils buvaient. Alors le gars a nommé Auguste. Il avait 2 demi-litres. Il met ses 2 machins dans les poches pour pas que ça se voie. Seulement, il n'y avait pas de bretelle. Il traverse la rue, au milieu de la rue, il y a son froc qui tombe. Il n'avait pas de caleçon dans ce temps. Il était cul nu au milieu de la rue.
Ils sont encore venus me chercher. Ce qui s'est Eh passé. ben, quand ils ont fait l'humanisation des hôpitaux, Ouais. je ne dis pas que c'était mal, mais ils ont fait ça du jour au lendemain. Tous ceux qui travaillaient à la cuisine, le lendemain, non, vous ne travaillez plus. Allez, pop, pop. C'était trop brutal. D'avoir été, au lieu de dire, bon ben, on a un an, on va supprimer, mais on a un jour, non. C'était mortel. Cette petite Marie qui venait travailler tous les matins à la cuisine, elle buvait son petit café, elle passait la serpillière, elle était puis une femme propre, tout ça. Alors, quand elle était pas foutue à la porte, mais comme tout le monde, il ne fallait plus. Elle venait me voir, mais, Philippe, je ne peux pas boire un café. Oh, ben, je viens boire un café, passe de l'autre côté, je vais te payer un café. Puis un jour, je la vois monter au deuxième étage. Je dis, comment jamais elle monte là-haut? Je vais voir le directeur. Monsieur le directeur, vous savez, depuis qu'ils ont fait, il y en a 3, 4, une dizaine qui font de la dépression depuis qu'ils me trompent là. Oh non, ça se passe ça. 8 jours après, ils l'ont trouvé, elle s'était foutue par la fenêtre. Elle s'est tuée. L'humanisation des hôpitaux. Ouais. Ils auraient pu appeler ça autrement, hein. L'humanisation. La destruction. C'était mieux. Quand arrivait la diététicienne, ces gens-là, parce que dans le temps, il n'y en avait pas un bonhomme de marié, c'était des vieux paysans qui ne pouvaient plus travailler, qui venaient à Chamaillot. Ils ne pouvaient plus. Bon. Mais ces gens-là, ils buvaient du vin, ils mangeaient du lard, ils mangeaient. Bon, ils avaient toujours un petit peu de cholestérol. La diététicienne, puis ils disaient, oh, j'ai du cholestérol, plus de lard, plus de. Du jour au lendemain, plus rien faire. Plus de lard, plus de vin, plus de sel, plus de. Oh, heureusement. J'ai dit, écoutez, c'est des gens ça fait 30 ans qu'ils vivent comme ça, laissez-les mourir comme ça. Non. Il y a un petit pépère qui venait, Philippe, monte-nous du lard dans notre chambre, qui me disait. Alors là, ça fait beaucoup de mal. Hein. Oui, j'ai des bons souvenirs. J'en ai des mauvais, mais j'en ai des bons. De me rappeler tout ça, ça m'a rajeuni, vous voyez. Ça m'a rajeuni. J'ai passé une très bonne vie à Chamaillot. Ah, j'ai adoré Chamaillot. Et vous avez quitté Chamaillot en 1982. Oui, en 82, oui. Et puis, quand j'étais en retraite, comme ma fille elle était infirmière dans le Midi, j'ai dit, tiens, j'ai acheté quelque chose à Menton, j'y suis resté 37 ans. 35 ans. 35 ans de retraite à Menton. Et je suis bien content de vous avoir connu. Puis Marlène aussi. Puis maintenant vous aussi.
Vous avez aussi eu une vie d'artiste? Oui, j'ai fait beaucoup de scènes, beaucoup. Alors, comme scène, j'ai commencé par des comiques troupiers. Ah oui, et puis après j'ai fait le ventriloque, j'ai fait le chanteur de voix, le ventriloque, j'ai fait le clown musical, un clown, hein. J'avais une dizaine d'instruments que je jouais avec mon nez, avec ma bouche, j'avais une demi-heure de clown. J'ai rencontré toute ma génération de vedettes. Bon, mes copains, c'était Jean Carmet, c'était un de mes copains. Jean Carmet, Marlène Jobert, elle était de Dijon, Marlène Jobert. Je l'emmenais avec moi, elle faisait des petits sketchs en anglais, en français, mais avec l'accent anglais, quand elle sortait de scène. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur François? Articule, que je disais, articule. Après, elle m'appelait Monsieur Articule. J'étais à l'affiche pas avec eux. J'étais à l'affiche de Guy Béard, j'étais à l'affiche...